Bonjour et bienvenue dans Enquête d'Europe. Au menu de cette émission, 4 reportages tournés aux 4 coins de l'Europe par nos équipes d'envoyés spéciaux sur lesquels nous avons souhaité revenir. Du congé maternité en Grande-Bretagne, en passant par l'intégration des Roms en Roumanie ou par la violence conjugale en Finlande, qu'ont retenu nos reporters de leurs enquêtes. Que s'est-il passé depuis leur première diffusion? Nos envoyés spéciaux vont vous faire part de leur analyse du terrain. En attendant, on part au Portugal, un des pays les plus touchés par la crise économique. Bonjour Sandra. Bonjour Nora. Vous revenez donc de Porto, bassin industriel du Portugal, et là-bas vous avez rencontré beaucoup de familles qui sont guettées par la misère. Oui, je suis allée dans le nord du Portugal, là où se trouve donc la zone industrielle du pays, où se trouvent les usines textiles, automobiles qui employaient de nombreuses familles, des familles aujourd'hui au chômage qui en plus sont victimes des plans de rigueur successifs. Donc la conjonction plan de rigueur et chômage font que ces familles aujourd'hui ne savent plus du tout comment joindre les deux bouts. En plus, les prix au Portugal augmentent plus que dans le reste de l'Union européenne. Donc, ce sont des familles qui aujourd'hui disent souvent qu'elles ont une qualité de vie pire que sous l'ère de Salazar, qui était la dictature il y a 30 ans. On regarde votre reportage et on se retrouve ensuite. C'est le lieu le plus connu de Porto, la rue Sainte-Catherine et ses commerces. Avec les soldes, les clients sont attendus pour compenser les mauvaises ventes dues à la crise. On voit beaucoup de gens qui se promènent, mais personne n'achète. Les commerçants souffrent. Certains cherchent à louer, d'autres ont fini par fermer. À côté des vitrines vides, des enseignes, comme celle-ci, avec pignon sur rue, apparaissent. Sur chacune d'elles, le même message. Ici, on achète votre or contre de l'argent liquide. Mario attire le client pour son patron. Il dit n'avoir jamais vu ça. C'est la faim qui amène les gens ici. Ils viennent vendre leurs bijoux de famille, parfois pour quelques dizaines d'euros, pour pouvoir manger ou payer le loyer parce qu'ils n'ont plus de revenus. Dans la rue, il y a déjà 7 magasins. Au Portugal, le marché de l'or prospère, là où la plupart des familles sont confrontées à des fins de mois difficiles. Et loin du centre-ville, la situation n'est guère meilleure. Chaque matin, Clara amène ses 3 enfants prendre le petit déjeuner dans ce centre social. Après des mois de chômage et des allocations familiales réduites, elle doit faire vivre sa famille avec 400 € par mois. Ce qu'ils mangent ici, c'est déjà ça de moins à dépenser pour moi. Le lait et les céréales que j'achète, je les garde pour le repas du soir. Je gagne peu. Une fois qu'on a payé les charges, l'eau, l'électricité, il ne reste presque rien. Je suis content de venir ici. À la maison, on partait souvent sans manger à l'école. Avant, l'aide ne s'adressait qu'aux familles très précaires. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui vient frapper aux portes du centre. Ces nouveaux pauvres survivent grâce à la solidarité. Ce sont des familles qui ont acheté leur maison, qui avaient un emploi depuis des années, une vie stable, qui a basculé avec la crise. Après avoir épuisé toutes leurs économies, ils arrivent ici en disant « Je n'ai plus d'argent. Je cherche un emploi tous les jours, sans rien trouver. » Isabelle assure aussi les trajets scolaires des enfants. Tu as mis ta ceinture, allez! Certains parents sans voiture profitent du voyage. Maria dit trouver là un peu de réconfort. Elle aussi a perdu son emploi. Envoyer son enfant à l'école devient difficile. L'État ne nous donne plus que 30 € d'aide. Quand je vais à la librairie acheter un livre pour mon fils, j'en dépense 25, sans compter le reste du matériel. Maria attend les 16 ans de son fils, qu'il puisse quitter l'école et travailler pour aider le foyer. Cette route, Isabelle la parcourt depuis 20 ans et le paysage a bien changé. Chaque jour, elle traverse la zone industrielle, presque morte aujourd'hui. Ici, 80% des entreprises ont fermé. Celles qui ont survécu ont des mois de salaire en retard. Nous sommes à 40 km de Porto, dans la région nord, en plein cœur du bassin de l'industrie portugaise. Des entreprises mises en difficulté par la concurrence internationale depuis quelques années déjà. Avec la crise, elles ont mis la clé sous la porte. Des fermetures qui ont provoqué le chômage de milliers de personnes, comme Manuel. Son entreprise a fermé sans donner la moindre explication. Aujourd'hui en procès avec son patron, il vient demander conseil au syndicat de l'industrie automobile. Le nombre de commandes a baissé de jour en jour.
L'entreprise ne payait même plus l'électricité, alors on leur a coupé. On a arrêté de toucher nos salaires, puis ils nous ont envoyés au chômage technique, 15 jours en avril dernier. Depuis, on n'est jamais retourné travailler. Manuel gagnait 475 € par mois, le salaire minimum au Portugal. De la main-d'œuvre pas chère, qui aujourd'hui ne trouve plus sa place sur le marché du travail. Seules les entreprises qui créent des produits à forte valeur ajoutée s'en sortent aujourd'hui. Elles vendent même mieux qu'avant. Cette crise doit être une opportunité pour restructurer notre économie. Nous n'avons pas le choix. Une restructuration qui prendra du temps. La dette se creuse depuis 20 ans. Les comptes publics sont dans le rouge. Et malgré les mesures de rigueur, le Portugal devrait replonger en récession cette année. Le programme d'austérité ne résout pas les vrais problèmes de l'économie portugaise. Il permet seulement de réduire les déficits publics, mais il n'aide pas à régler le problème d'une croissance en panne et du manque de compétitivité du pays. À cela s'ajoute la faible qualification de la population. Beaucoup de chômeurs auront du mal à retrouver un emploi. Manuel le sait, il n'a aucun diplôme. À chaque porte à laquelle je frappe, j'essuie un refus. Les patrons ont toujours une bonne raison pour ne pas m'embaucher. Seule solution à ses yeux, quitter le pays, une décision qu'il redoute. Ils sont déjà près de 120 000, poussés hors des frontières par la crise. Donc Sandra, on l'a vu dans votre reportage, l'or est un symbole pour les Portugais. Qu'est-ce que ça signifie pour eux de vendre leur or ? Oui, les Portugais ont toujours acheté beaucoup d'or. C'est un des pays d'Europe où l'on trouve le plus d'or. Et aujourd'hui, les Portugais qui sont amenés à vendre leur or, c'est un peu un geste de désespoir parce que ce sont des bijoux de famille que l'on transmet de génération en génération, des bijoux que l'on offre à chaque étape importante de la vie. Et donc aujourd'hui, vendre cet or, c'est vendre leur héritage. Et certains m'ont même dit, c'est vendre mon âme. Et vous qui connaissez bien ce pays, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce tournage ? C'est vrai que les Portugais sont des personnes en général très positives et là je les ai sentis minés, ils sont très préoccupés par la crise, ils en parlent beaucoup et ils disent être dans une situation pire que sous la dictature de Salazar et beaucoup pensent à émigrer, certains l'ont même déjà fait, beaucoup d'entre eux et c'est une tradition d'émigration qui reprend avec cette crise. Et l'Europe pour eux, ça n'est pas une solution ? L'Europe, pour eux, c'est assez loin, c'est les marchés financiers, des marchés financiers qu'on essaye de satisfaire avec des plans de rigueur. Et ils se sentent bernés, les Portugais, parce qu'on leur a promis en fait, que ces plans d'austérité allaient empêcher l'intervention du FMI et de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est un peu la double peine. Et ils le disent, on nous a pendant des mois coupé les aides sociales. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Et donc, la confiance en la classe politique faiblit de plus en plus. Pour eux, ce sont des personnes corrompues, vendues au marché financier. Et ils savent que l'austérité va se poursuivre. Donc, plus de pauvreté encore. Oui. Merci Sandra. Merci Nora. Ces derniers mois, l'actualité européenne a été marquée par de nombreuses polémiques, en particulier celle qui a vu s'affronter l'Union européenne et la France, en cause les expulsions de Roms. Bonjour Marie. Bonjour. Vous vous êtes rendue donc en pleine polémique entre la France et l'Union européenne à Bucarest pour rencontrer la communauté rome. Oui, je suis partie en Roumanie, non pas pour rencontrer les Roms qui avaient été expulsés de France, mais pour interroger ceux qui y vivent. L'idée, c'était également de voir si les autorités roumaines mettent en œuvre une politique d'intégration. Donc on regarde votre sujet et on s'en parle ensuite. À quelques mètres des boutiques et des rues touristiques de la capitale, en plein cœur de Bucarest, la famille Soukak squatte une maison abandonnée. 15 personnes au total qui survivent uniquement grâce aux maigres revenus de Nicoletta, la mère, occasionnellement femme de ménage. On n'en a rien à faire de notre gueule. En Roumanie, chez nous, on se moque de nous. Et pourtant, on est roumain. Quand mon fils va pour trouver du boulot, je parle pas de moi qui suis vieille, on l'embauche pas, mon fils. On voit qu'il est tzigane, alors ils ne le reçoivent pas. Ici, c'est la race qui compte. Pourtant, de l'argent et des aides, il y en a. Les subventions européennes en faveur des tziganes se chiffrent en dizaines de millions d'euros. L'ONG Impreunia bénéficie de financements européens pour notamment mettre en œuvre des projets d'insertion professionnelle. Pour son président, la principale difficulté, la lourdeur administrative.
Le problème ne vient pas du tout du fait du manque de ressources financières. Potentiellement, il y a des milliards qui circulent sur le marché. Le problème, c'est plutôt la bureaucratie mise en place par la Roumanie. Du coup, peu de projets aboutissent et les résultats en matière d'intégration sur le marché du travail sont médiocres. 45% des Roms en Roumanie sont au chômage. Les formations professionnelles dispensées par l'association apparaissent alors dérisoires face à la situation. Ça ne sert à rien que nous, on forme 100 000 personnes roms grâce aux fonds de l'Union européenne si au final, il n'y a pas de boulot. La crise économique, facteur aggravant pour les Roms déjà victimes de discrimination. La Roumanie, pays particulièrement touché par la crise, des dizaines de commerçants ont dû mettre la clé sous la porte. Les chantiers tournent au ralenti. Jilava, banlieue de Bucarest, quartier Rom. Bonjour monsieur. Christian, 36 ans, a suivi une formation de cuisinier pendant 3 mois grâce à l'ONG Impreunia, mais du travail, il n'en a toujours pas. Je ne pense pas que la situation va évoluer. La crise économique est terrible. Ça concerne tout le monde. C'est donc encore plus difficile pour les Roms de s'intégrer sur le marché du travail. Récemment, j'ai travaillé 2 semaines dans un hôtel. Et un beau jour, ils m'ont dit que j'avais volé un anorak. Ça a été encore un prétexte pour me mettre à la porte. En 2009, à l'issue de la formation, 4 personnes sur 100 ont été embauchées. Constantin fait partie des plus chanceux. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé du travail. Peut-être que j'ai un atout, à la différence des autres. Ma couleur de peau m'avantage. Et du coup, c'est cool. Chômage, discrimination, pauvreté, nombreux sont ceux qui dénoncent l'inertie des autorités roumaines. C'est le cas de Vilja Moai, vice-président du Parti Rom. Je dirais que l'intérêt de la Roumanie pour les Roms est purement formel. Nos dirigeants font semblant de soutenir les politiques d'intégration, car cela donne une bonne image de la Roumanie. Ça joue en sa faveur pour son entrée future dans l'espace Schengen. On a proposé à différentes reprises d'intégrer les Roms à travers des programmes. C'est ce que nous disent les dirigeants. Mais ce ne sont que des paroles. Alors Marie, quelques mois après la polémique s'est éteinte, qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis votre reportage? Pas grand-chose en fait. Une fois les caméras et les journalistes étrangers repartis, la polémique est vite retombée, vous l'avez dit. Les Roms qui avaient été expulsés de France, pour la plupart, y sont retournés. Sinon, sur place, il y a bien eu quelques réunions d'affichage entre les autorités européennes et les autorités roumaines, mais ça n'a été suivi ni d'actes, ni de décisions politiques fortes, ni de contrôle renforcé des subventions accordées à la Roumanie pour intégrer les Roms. En fait, la décision la plus importante, ça a été le report de l'intégration de la Roumanie dans l'espace Schengen. Effectivement, en janvier, l'Allemagne et la France ont officiellement demandé le report de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen, donc cet espace de libre circulation en Europe. Oui, en Roumanie, en fait, on s'y attendait. Cela n'a surpris personne, ni les autorités roumaines, ni les Roumains. Cela n'a fait qu'aggraver les relations déjà délétères entre la France et la Roumanie, puisqu'on considère que l'Allemagne a plutôt été suiveuse, influencée par la France. Officiellement, sur le papier, cette décision elle est justifiée par la trop grande corruption qui sévit en Roumanie, mais personne n'est dupe. On sait bien que la polémique autour des Roms a joué un rôle important dans la prise de cette décision. Affaire à suivre donc. Merci Marie. Comme vous venez de le voir, l'Europe a parfois du mal à protéger ses citoyens. Et les femmes sont souvent victimes, elles aussi, d'inégalités de salaire, d'inégalités de carrière, mais aussi de violences. Violences conjugales, viols, harcèlement sexuel.
Quand on parle de violence conjugale, on cite souvent l'Espagne comme le mauvais élève. Nous aurions pu nous rendre en Espagne pour réaliser ce reportage, mais Thomas Raguet a choisi la Finlande. Bonjour Thomas. Bonjour Nora. Alors pourquoi avez-vous choisi de vous rendre en Finlande ? Tout simplement parce qu'en regardant les chiffres, on s'est aperçu que la Finlande était très mal classée. C'est vrai qu'on aurait pu aller en Espagne, en Grèce, mais ce sont des pays où on s'attend plus à aller quand on parle de violence conjugale. Pas en Finlande. La Finlande est mal classée par rapport à ses voisins et ça nous a paru être un paradoxe dans ce pays qui a été précurseur en matière de droits des femmes, qui a accordé le droit de vote en 1906 et qui, en termes de parité, n'a pas d'égal. Bon, écoutez, on regarde votre reportage et on s'en reparle ensuite. Permanence d'écoute pour femmes, j'écoute. Bonsoir. Oui, que vous est-il arrivé? Un appel dans la nuit finlandaise. À l'autre bout du fil, une femme, victime de violences conjugales. Dans ce centre d'appel anonyme, des psychothérapeutes comme Anna-Lena se relaient pour conseiller les victimes. Nous ne serons pas autorisés à écouter la conversation. Insultes, menaces, privation de liberté, dépendance financière, la violence est multiforme et bien souvent, elle devient physique. Beaucoup de femmes qui subissent des violences sexuelles craignent pour leur vie. Elles ne savent pas jusqu'où leur agresseur est capable d'aller, mais elles savent qu'à l'évidence, il veut leur faire du mal. La Finlande et ses 6 millions d'habitants est un cas à part en Europe. Si les violences conjugales n'y sont pas supérieures que chez ses voisins, le taux de mortalité, lui, y est 2 fois plus important. En cause, la forte consommation d'alcool, mais aussi un manque de prise de conscience des pouvoirs publics. Traditionnellement en Finlande, l'État ne s'occupe pas trop de vie privée. La priorité des travailleurs sociaux est de protéger les victimes en les dirigeant vers des foyers spécialisés comme celui-ci. Caméras de surveillance, portes fermées à clé systématiquement, tout est fait pour rassurer et isoler les clients, comme on les appelle ici. Là, nous entrons dans le foyer. S'il se passe quelque chose ici, on appuie sur un bouton et la police est là en quelques minutes. En 2009, près de 350 femmes et enfants sont passés par ce foyer, financé par la ville. J'ai un journaliste avec moi. Il prend des images, mais je ne veux absolument pas qu'il vous filme. Là encore, nous ne serons pas autorisés à filmer les victimes. Une règle absolue pour les préserver. Des victimes qui, après un séjour de 2 mois maximum, retournent auprès de leur conjoint ou bien font le choix de quitter le domicile conjugal. Il est très courant qu'une femme retourne chez elle et que les violences reprennent. Mais elle pourra revenir, on l'aidera autant de fois que nécessaire. Vous pouvez commencer une nouvelle vie, une vie sans violence pour le reste de votre vie. Cela demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Selon Carola Gronland, la spirale de la violence cesse dans 60% des cas. Des centres d'écoute pour hommes violents existent aussi. Ils travaillent en lien étroit avec les foyers pour femmes afin d'entrer en contact avec les maris. Une particularité finlandaise. Les animateurs des 2 organisations se rencontrent donc souvent pour aborder les nouveaux cas. Quel genre de violence y a-t-il eu? Des violences physiques plutôt brutales. Des histoires de jalousie. Ok, on va rester en contact sur ce dossier. Pour Kostas Tassopoulos, animateur au Centre pour hommes violents, ce travail croisé est essentiel, mais il est long et coûteux. Si la violence est passée à la maison, il faut traiter la femme, les enfants, l'homme aussi. Il faut essayer de l'aider dans son processus de changement, etc. Alors il y a beaucoup d'argent qui part. Un coût financier, un coût social aussi.
Le centre mise donc sur la prévention et prévoit déjà une campagne d'envergure au sein de l'armée pour sensibiliser un maximum de jeunes hommes finlandais. Au niveau national, le gouvernement a lancé récemment un plan d'action contre les violences conjugales avec pour objectif numéro 1 la prévention. Mais pour Minna Pispa, la responsable du projet, il reste beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités dans ce pays qui a pris conscience tardivement du problème. Cela nous aiderait beaucoup. Nous qui travaillons contre les violences conjugales en Finlande, si nous avions des conventions internationales ou des lois européennes pour nous aider à travailler et à faire pression sur nos décideurs et les faire bouger davantage, cela nous serait utile. 4 à 6 millions d'euros annuels seront investis dans les 5 prochaines années. Mais pour les professionnels du secteur, des lois plus protectrices sont aussi nécessaires. Et par conséquent, un sursaut de la classe politique finlandaise. Donc Thomas, comme on a pu le voir à l'instant dans votre reportage, on ne vous a pas permis de recueillir des témoignages pendant votre enquête. Pour quelle raison ? C'est toujours très difficile dans ce genre de reportage d'arriver à entendre les victimes. Et en Finlande, peut-être plus qu'ailleurs, parce que c'est un pays qui respecte beaucoup la vie privée et qui a le souci de protection des victimes. Ce sont des personnes qui sont en danger et qui ont peur même qu'on reconnaisse un bracelet, un doigt et qu'on puisse les repérer et que le mari violent puisse les retrouver. Et alors, qu'est-ce qui explique selon vous cette violence en Finlande ? Alors il y a plusieurs explications possibles. Une historique qui n'est pas validée par tous, mais il faut savoir que la Finlande a été sous domination suédoise pendant 600 ans et puis au XXe siècle a connu des guerres quasiment de manière ininterrompue, ce qui fait que la violence de cette guerre aurait rejailli sur la société et se serait transmise. Il y a d'autres choses, la consommation d'alcool est très importante et il y a toujours ce respect de la vie privée. La société interfère très peu dans la sphère privée, ce qui fait que ce qui se passe à la maison, y reste. Si ce qui est privé, en fait, doit rester privé, comment améliorer la situation ? Alors, la jeunesse finlandaise ne tolère pas cette violence et si elle y est confrontée, va très vite réagir. Là où avant, il y avait un sentiment de culpabilité et voilà, on taisait un petit peu ça, on le gardait pour soi, ça restait dans le foyer. Donc, le renouvellement des générations et puis aussi l'Europe. L'Europe peut changer les choses puisqu'il y a un projet de directive, en tout cas un rapport a été rendu qui conseille d'améliorer la protection des victimes dans l'Union européenne. Et la Finlande étant une très bonne élève de l'Union, elle a toujours appliqué les consignes, les règles, les directives. On peut s'attendre à ce qu'elle bouge les choses, fasse avancer les choses si l'Europe donne la direction. Merci Thomas. Les inégalités de traitement, c'est une question récurrente en Europe. Et s'il y a un dossier où les disparités sont criantes d'un pays à l'autre, c'est bien celui du congé maternité. Élise Ecardi va nous en parler. Bonjour Élise. Bonjour Nora. Alors un rapport a été voté au Parlement européen. Il prônait le passage du congé maternité à 20 semaines, payé à 100%. Ce rapport a été très critiqué et pour illustrer cette problématique, vous vous êtes rendu en Angleterre. Alors pourquoi l'Angleterre ? Mais il faut savoir qu'au départ, on avait choisi l'Angleterre parce que sur le papier, la situation avait l'air extrêmement favorable aux femmes. 52 semaines de congé maternité possible, c'est largement au-dessus de la moyenne européenne qui se situe à peu près à 20 semaines. Mais une fois sur place, on s'est rendu compte que la situation n'était pas si simple et surtout que le projet faisait face à une très forte opposition. Très bien, écoutez, on regarde votre reportage et on se retrouve ensuite. Sur cette échographie, il a 12 semaines. Le terme de ma grossesse, c'est le 19 novembre et je pars en congé maternité le 5 novembre. Donc en gros, c'est 2 semaines avant. Comme ça, je pourrais passer plus de temps avec mon bébé. Comme pour Louise, en Grande-Bretagne, le congé maternité, c'est presque toujours une équation complexe. Car même si les Anglaises ont droit à 52 semaines, seules les 6 premières sont intégralement indemnisées. Ensuite, tout se passe entreprise par entreprise, chacune proposant des contrats plus ou moins avantageux à ses salariés. Un régime à 2 vitesses que dénonce cette militante socialiste française installée à Londres depuis 10 ans. C'est discriminatoire entre les femmes parce qu'effectivement, il y a pas mal de contrats qui prévoient des clauses plus favorables. Donc finalement, ça équivaut à créer des statuts différents dans la société. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très avantagées par rapport à d'autres qui, souvent les moins qualifiées, ne peuvent pas négocier un contrat plus intéressant au niveau du congé maternité. S'arrêter pour s'occuper de son enfant, mais avec quels moyens ?
Ou retourner travailler, mais après combien de temps? Un véritable casse-tête face à un système inégalitaire que les jeunes mères de famille anglaises aimeraient bien voir changer. 6 semaines, c'est très court, et si vous n'êtes pas dans une entreprise qui propose un bon contrat pour la maternité, vous êtes coincé. Et de toute façon, on n'est pas prêt à retourner travailler après une si courte période. Mais retourner travailler, ce n'est même pas toujours un bon calcul. Très peu de places en crèche et pas de maternelle gratuite comme en France. Faire garder son enfant, c'est aussi un budget. Cathy Tucker a repris le travail quand son fils avait 9 mois. Elle a dû s'organiser. Je ne travaille pas le lundi, donc je m'occupe de Aidan. Et c'est aussi du boulot. Son père aussi s'occupe de lui une journée, le mercredi. Et son grand-père, c'est le mardi. Et il va à la nurserie le jeudi et le vendredi, donc c'est un bon rythme. C'est juste qu'on ne pourrait pas se payer plus de 2 jours de nurserie. Le prix, c'est 77 € par jour. Donc ça fait 650 € pour seulement 2 jours par semaine. C'est un budget. Donc on ne peut pas trop. Et oui, chérie, c'est très cher. Tellement cher que dans les faits, les 3/4 des jeunes mères prennent les 52 semaines, le maximum autorisé. Même avec de maigres allocations, c'est toujours moins cher que de faire garder son enfant. Alors, augmenter le nombre de semaines payées allégerait bien la facture des jeunes foyers. Mais en Angleterre, c'est l'entreprise qui paye le congé maternité avant d'être remboursée par l'État. Une charge très lourde, surtout pour les plus petites d'entre elles. 95% des entreprises en Grande-Bretagne sont de petits employeurs et quelques milliers seulement sont de très grosses entreprises. Les grandes entreprises vont être capables de gérer les changements qu'entraînera cette réforme, mais les plus petites vont avoir de gros problèmes. Et c'est pour cela que vous avez beaucoup de gens qui sont opposés à la réforme en Grande-Bretagne, plus que dans d'autres pays européens. C'est parce qu'ici, on a un très grand nombre de toutes petites entreprises. Et si cela coûte cher aux entreprises, cela coûtera cher à l'État, près de 3 milliards d'euros par an. Et en cette période de restrictions budgétaires, les dirigeants britanniques s'y opposent totalement. La réforme serait aussi un frein à l'emploi des femmes. Mais sur ce sujet, pour cette analyste financière indépendante, il y a discussion. Bien sûr, certaines entreprises ne s'en sortiront pas et certaines vont être tentées de discriminer les femmes d'une certaine tranche d'âge. Mais la question est-ce que ce sera plus que la discrimination qui existe déjà ? C'est la grande inconnue, ça. On ne sait pas. Autre critique, cette analyse purement comptable ne tiendrait pas compte des bénéfices de la réforme. Par exemple, si les femmes peuvent allaiter leur enfant, ce qu'elles feront plus facilement si elles sont à la maison, alors cela aura des bénéfices sur leur santé et sur la santé de leur enfant. Cela renforce le lien mère-enfant, ça va améliorer le développement cognitif de l'enfant et avoir un impact sur l'éducation et des conséquences positives sur l'économie. Dans une Europe vieillissante, cette mesure doit permettre de stimuler la natalité. Mais ces effets ne vaudront que s'ils sont accompagnés d'une vraie politique d'accueil de la petite enfance. Alors Élise, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre reportage ? Malheureusement, le projet a été abandonné en décembre. Les ministres des Affaires sociales et de l'Emploi, qui sont en charge de ce dossier, ont rejeté le projet à une immense majorité. Et pour quelle raison ? Parce que ça coûtait trop cher en fait. Clairement, c'est des questions de financement, évidemment. On l'a vu dans le reportage, en Angleterre, certes, il y a 52 semaines de congé maternité possible, mais il n'y a que les quelques premières semaines qui sont rémunérées à 100%. Donc faire passer à 20 semaines à 100% du salaire, ça aurait coûté quelque chose comme 3 milliards d'euros à l'Angleterre, 2,6 milliards de livres. Mais est-ce que la raison financière est la seule ? Alors non, évidemment, beaucoup de détracteurs du projet ont aussi mis en avant le manque de structure d'accueil de la petite enfance. Ils disaient augmenter le congé maternité, c'est bien, mais s'il n'y a pas de structure pour accueillir les enfants, eh bien ça n'aide pas les femmes et surtout à des prix raisonnables. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, il faut tout recommencer. Les parlementaires doivent se saisir d'un nouveau projet. A priori, on s'acheminerait vers 18 semaines de congé maternité et a priori aussi, on renoncerait à une rémunération à 100% du salaire. Merci Élise. Merci Nora. Voilà, c'est fini pour ce premier tour d'Europe. Rendez-vous sur publicsénat.fr pour revoir cette émission et à bientôt pour de nouvelles enquêtes.